beaucoup. Je cède maintenant la parole au député de Tachereau. Oui, bonjour, merci beaucoup d'être là. Merci pour votre mémoire, encore une fois, toujours très pertinent. Puis j'en profite moi aussi là, pour souligner l'excellent travail de Vivre en Ville dans les 30 dernières années, puis votre passage à la tête de cet organisme pertinent aussi. Monsieur Savard, question rapide, là. Le ministre dit souvent qu'on a à choisir, en fait, entre sauver des jobs ou sauver l'environnement. C'est un peu comme ça qu'il le présente. Est-ce que c'est pas, quelque part, un faux dilemme? Non, mais est-ce que c'est pas, en quelque part, un faux dilemme? Je crois que s'il y a des secteurs qui sont à risque, il y a moyen d'avoir des interventions ciblées sur ces secteurs-là. Donc, oui, il peut y avoir certains secteurs qui ont des enjeux, ça se peut, mais un appui à ces secteurs-là, et le Québec le fait quand même dans les dernières années, peut contribuer à finalement enlever ce qui pourrait y arriver de pire dans certains secteurs, mais de manière générale, on ne voit pas de péril en la demeure sur l'ensemble de l'économie. Donc, c'est normal d'ajuster certaines aides, par exemple. Ça peut être des aides à la transformation des entreprises, ça peut être des aides ponctuelles sur les impacts. On en fait, par exemple, en raison des tarifs américains actuellement. On en a des aides spécifiques. Donc, comme je l'ai dit tantôt, défaire l'ensemble de l'édifice climatique québécois ou s'attaquer de manière générale, c'est comme tirer partout au lieu de tirer aux endroits spécifiques pour venir combler des enjeux à certains endroits. Ça serait ajuster le tir parce qu'on ne peut pas nier que peut-être certains secteurs vont avoir des... Mais dans tous les cas, j'entends de votre discours que vaut mieux être ambitieux et de bien planifier cette transition climatique-là. Oui. Ça, c'est clair. On a reçu les gens de Transit, l'Alliance pour le financement des transports collectifs. On va recevoir plus tard Pierre-Olivier Pinault, que vous connaissez bien, évidemment. Ils insistent beaucoup sur deux secteurs névralgiques, les transports collectifs, particulièrement l'offre de services de transport collectif et le bâtiment. Considérant votre mission, j'imagine que vous avez une opinion sur les deux. Est-ce qu'on doit investir massivement, comme le disent ces deux autres acteurs-là, sur ces secteurs précis? À court terme, évidemment. Je peux aller pour le transport collectif. On travaille étroitement avec l'Alliance Transit sur divers dossiers. Transport collectif est vraiment un peu une clé de voûte pour arriver à des réductions de GES qui sont significatives. Pas juste dans le transfert modal, mais aussi dans la réduction de la congestion et dans la densification. C'est vraiment au cœur de la réduction des distances qu'on mentionnait tantôt. L'idée, c'est pas d'avoir une rotation de journée d'utiliser la voiture, c'est vraiment de réduire le besoin à la source de la voiture. Et si après ça, on a toutes sortes d'autres bénéfices, que ce soit la santé publique, j'ai mentionné la congestion. En ce moment, on met moins d'argent dans le transport collectif, tant pour l'exploiter que pour le construire, que ça coûte de congestion dans le Grand Montréal par année. C'est juste ça. On est rendu à combien en congestion à Montréal? 6 milliards? 6 milliards en ce moment. 6 milliards. 10 milliards en 2030. Annuellement. Oui. Pour l'ensemble du Québec, 10? 10 milliards en 2030 pour Montréal. En 2030. Et très rapidement, l'avantage du transport collectif, c'est que ça réduit aussi notre consommation d'électricité. On est tous pour l'électrification des voitures, mais ils vont prendre de l'électricité qu'on ne pourra pas mettre ailleurs ou qui va nous coûter de plus en plus cher à produire. Donc, le transport collectif demeure très pertinent. Merci. Et en ce qui concerne le bâtiment, c'est un fruit mûr. Le milieu est prêt. Et les gens sont très proactifs. Merci, M. Savard. La parole est maintenant au député des Îles-de-la-Madeleine. 3 minutes, 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. Messieurs, bonjour et bravo pour les 10-12 dernières années. Et bon succès pour presque 20, mon Dieu. Ça passe trop vite. Oui, c'est vrai, vous avez parlé de 2009. Juste pour revenir sur la première des recommandations, vous dites d'annuler le virement des surplus passés du Fonds d'électrification et de changement climatique, parce que en réponse à votre affirmation, le ministre a dit qu'il n'y aura pas de surplus dans l'avenir. Je veux bien être clair. Là. Vous dites la décision qui a été prise, il faut la résilier, il faut l'abroger. C'est clair. Tout à fait, et même qu'il faut colmater certaines brèches qu'on a dans le PL7. On va faire un mémoire là d'ici la fin, parce qu'on ne pense pas que s'il y a d'autres surplus, que ça doit être transféré au Fonds vert ou au phare. Ça doit aller à la lutte au changement climatique spécifiquement. D'accord. Vous avez sans doute pris connaissance de la déclaration du premier ministre du 10 novembre dernier. En fait, la manchette du Devoir, c'était Legault reporte la transition énergétique de 4 ans.
face aux politiques de Trump. Est-ce que vous avez l'impression que c'est ce qu'on s'apprête à faire en évoquant la possibilité de repousser les cibles de plusieurs années tout en gardant la cible de 37,5? Je crois qu'on ne va pas repousser la transition si on maintient l'édifice climatique actuel de réduction de 37,5 à l'horizon 2030 et qu'on récupère l'argent justement pour s'assurer d'y arriver. Là-dessus, je vais être rassuré. Je veux juste dire que, d'après moi, le premier ministre parlait davantage de la filière batterie et de tout ça quand il a fait cette déclaration-là, plutôt que de la lutte contre les changements climatiques. J'ai le goût de lui donner le bénéfice du doute. Mais c'est sûr que là, si on fait des reculs comme perdre les sous ou repousser la cible, là, il y a un danger de repousser la transition climatique nécessaire. Comment est-ce que vous réconciliez les déclarations du ministre précédent en juin, lorsqu'il a déposé le plan de mise en œuvre, où il dit qu'il faut accélérer la transition face à ce qui se passe au sud des États-Unis? Je vous lis un extrait en page 10 du PMO qui dit « Les analyses d'impact économique menées par le ministère des Finances démontrent que cette approche a un impact positif sur le produit intérieur brut du Québec. Selon les estimations, la valeur de l'effet bénéfique net du PMO 25-30 sur le PIB réel au Québec en 2030 se chiffrerait à plus de 700 millions de dollars. Malgré l'incertitude générée par l'administration fédérale américaine et les récents changements apportés à l'application de la taxe carbone fédérale au Canada. » Et là, aujourd'hui, dans les propos du ministre, on nous dit il va y avoir des difficultés économiques, des pertes d'emplois et ainsi de suite. Pourtant, le PMO, lui, il est doté de mesures aussi. Laquelle des deux versions gouvernementales faut-il croire? Bien, moi, celle sur laquelle je miserais, c'est évidemment la version pessimiste. Pessimiste. Je suis fatigué. Hein? Optimiste. Parce que il m'apparaît évident que dans le contexte géopolitique québécois, le contexte énergétique québécois, on peut y arriver, que ça soit finalement des retombées positives et pas négatives. Est-ce que ça veut dire ouvrir les vannes à fond de train, avoir une réduction de 50 % en 2030? Non, ça serait bousculer les choses. Mais actuellement, si on ralentit la cadence, comme on semble vouloir le proposer, selon moi, on va faire du dommage parce que la société québécoise, l'économie québécoise s'est orientée dans ce sens. Je suis vraiment désolée de vous interrompre. Parfait. Je suis la gardienne du temps, c'est le rôle le plus difficile. Merci beaucoup de votre contribution aux travaux. Bonne chance pour la suite. Et nous allons suspendre le temps d'accueillir les prochains groupes. Merci.